Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, la 61e commission bâtiment durable francilien va bientôt commencer. Merci à Renault Days de nous accueillir sur leur stand Renault Talks. Petit point technique, il y aura des échanges entre les membres de la commission qui sont ici au premier rang que je présenterai dans quelques instants, vous le public et puis l'équipe projet qui sera sur scène. Pensez à bien parler dans les micros puisqu'on enregistre les échanges et puis il y a aussi une captation vidéo. Et quand vous prendrez la parole en tant que membre du public, pensez à vous présenter également. Donc Ecopolis, le centre de ressources francilien pour l'aménagement et le bâtiment durable, organise des commissions publiques bâtiment durable francilien et quartier durable francilien quasiment tous les mois. On en a une belle dizaine par an. Ce sont des formats le plus souvent en présentiel, mais on les organise également en visioconférence pour permettre à des professionnels d'autres régions d'y assister. Quelques mots d'introduction, non pas par Cassiane Mariotti, mais plutôt par Véronique Pape, directrice d'Ecopolis. Merci Léon. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je remercie encore une fois l'équipe organisatrice de Renault Days de sa confiance pour nous offrir ce bel espace. Et c'est pour nous l'occasion de montrer à peut-être un public plus large et qui n'a pas l'habitude de venir à nos commissions. Qu'est-ce que c'est qu'une commission BDF ? Donc là, vous avez la chance de pouvoir assister à cet exercice d'intelligence collective pour produire du bâtiment durable de façon à la fois qualitative et tout en essayant d'être le plus ambitieux dans un budget, dans un cadre donné. J'en dis pas plus, je vous souhaite une très très bonne commission et je repasse la balle à Léon. Merci Véronique. À mes côtés, sur le stand en D62 ou au Renault Talks, une partie de l'équipe d'Ecopolis, vous avez notre directrice. Il y a aussi Mélodie, David, Magali, Camille Ducoulon et Camille Pérez, aussi notre chargée de communication, que vous pouvez rencontrer. J'en profite, s'il y a dans le public des accompagnateurs ou des prétendants à l'agrément accompagnateur bâtiment durable francilien, comme il n'y a pas d'émargement, faites-vous connaître auprès de l'équipe d'Ecopolis, puisque la participation à ces événements peut vous permettre de valider ou de renouveler votre agrément accompagnateur, accompagnatrice bâtiment durable francilien. On va commencer aux alentours de 16h, après cette petite intro, la présentation d'un projet qui est la réhabilitation extension de la crèche Prokofiev à Bagneux. On est sur la version V3.1 du référentiel BDF et les échanges se termineront 60 minutes plus tard, aux alentours de 17h. En tant que centre de ressources francilien pour l'aménagement et les bâtiments durables, Ecopolis a 4 missions principales. L'animation d'événements comme celui d'aujourd'hui, on en organise environ une centaine par an. En tant qu'association, ça permet à nos adhérents et aux professionnels de se retrouver. On est aussi un organisme de formation, que ce soit intra- ou inter-entreprise. En tant que centre de ressources, on informe tous les professionnels du territoire via notre site internet et notre newsletter. Et la mission du jour est celle de l'accompagnement opérationnel de projets immobiliers et urbains. Pour les prochaines dates qui peuvent vous intéresser, nous avons la formation à la démarche BDF le 6 et 7 novembre et le 19 et 20 novembre pour l'échelle quartier. Et vous avez également les dates des prochaines commissions publiques, fin octobre à la DCPA dans le 13e arrondissement de Paris. Également, c'est dans le 13e, l'AREP, et non pas dans le 12e arrondissement. Et la dernière de l'année aura lieu à Cergy, dans le 95. N'oubliez pas que Ecopolis est aussi actif sur les questions de qualité de l'air intérieur. Donc vous avez à la fois un webinaire qui aura lieu le 13 novembre en début d'après-midi et une formation pour vous aussi devenir accompagnateur de cette démarche en janvier 2026. Ecopolis propose différents programmes d'action. Vous avez notamment la rénovation avec quelques ressources qui vous sont suggérées sur la slide. Il y a des visites, notamment celle du 20 novembre matin, l'école Ferdinand Buisson à Meudon. On propose très souvent, en partenariat aussi avec la Banque des Territoires, des visites de groupes scolaires en réhabilitation. Un programme d'action dédié à l'économie circulaire. Il y a 15 jours avait lieu la 4e journée francilienne de l'économie circulaire. Et vous avez jeudi prochain, je crois que j'y viendrai dans quelques instants, la journée francilienne de l'urbanisme favorable à la santé.
un premier webinaire de restitution des travaux de recherche du programme Triomphe sur la transformation du bâti existant vers un usage de logement, mutualisation des espaces et nouveaux modèles d'occupation aura lieu le 4 novembre à 11 h. La fameuse journée francilienne dont je vous parlais à l'instant sera lieu à Montreuil jeudi prochain, toute la journée à la Marbrerie, en présence du Grand Prix de l'urbanisme 2016, Ariela Masbungi. Autre programme d'action, celui sur les matériaux biosourcés et géosourcés avec mon collègue Thomas. Vous avez un webinaire demain à 11 h sur les nouvelles règles professionnelles de la construction chanvre. Et maintenant, quelques éléments d'explication pour le déroulé de l'accompagnement en démarche bâtiment durable francilien. Le projet que vous allez voir aujourd'hui est en commission de conception, c'est-à-dire qu'il passe avant le dépôt du permis de construire. Et cet exercice de passage en commission, il a lieu à 3 reprises, aux 2 tiers du chantier et 2 étés, 2 hivers après la livraison du bâtiment pour la phase usage. Sachant que l'accompagnement peut, lui, commencer dès la phase programmation, mais il n'y a pas d'évaluation environnementale à proprement parler. Donc, avant de se présenter devant vous, le projet du jour a fait l'objet d'échanges autour du référentiel de qualité environnementale de bâtiments durables franciliens sur 85 points, ce qui lui a donné une première note. Et les échanges du jour vont lui permettre d'obtenir jusqu'à 20 points supplémentaires pour prétendre à un niveau de reconnaissance. Voilà, 15 points de cohérence durable et 5 points d'innovation. Vous aurez 20 minutes de présentation de l'équipe du jour sans interruption. On se permettra juste avec mes collègues de vous indiquer le temps qu'il reste. Vous pourrez les regarder au fond de la salle. Ensuite, 25 minutes d'échange avec les membres de la commission qui vont se présenter dans quelques instants. Et un quart d'heure pour que chaque membre de commission puisse communiquer ses 15 et 5 points supplémentaires qui viennent être accolés au projet et indiquer ce sur quoi il félicite ou encourage l'équipe pour aller plus loin. Voilà, chers membres de commission, c'est à vous et je vais laisser la parole à notamment Anne-Lise Lémarie, la présidente de la commission qui a bien voulu se prêter à cet exercice aujourd'hui. Anne-Lise, c'est à toi. Bonjour à tous, merci d'être présents à cette commission BDF. Je vais introduire la commission en tant que présidente de celle-ci pour me présenter et passer aux autres. Donc moi, je suis architecte de formation et spécialisée dans les questions environnementales du bâtiment et notamment l'économie circulaire et le réemploi au sein de la société Cycle de Ville que je préside. Bonjour à tous, Nicolas Luton. Moi, je suis associé et cofondateur de EOD Ingénieurs Conseil, qui est un bureau d'études environnement, énergie et environnement. Et je passe la parole à mon voisin. Bonjour, Vincent Auchaudet. Je représente donc aujourd'hui la structure ZEFCO en tant que directeur de projet sur les sujets bâtiments. Et on fait aussi d'accompagnement sur des sujets d'AMO et d'urbanisme. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Chek, je suis chargé d'opération à la mairie de Clichy-sous-Bois et je passe de l'autre côté du rideau parce que j'ai présenté un projet en commission il y a peu. Bonne chance. Alors, oui, c'est bon, ça marche. Deschazeaux-Quentin, je suis architecte et ingénieur génie climatique de formation et je suis responsable du bureau d'études Plan 02, qui est un bureau d'études en thermique et en qualité environnementale du bâtiment. Alexa Leflambe, architecte. On fait beaucoup de réhabilitation. L'équipe est au complet. On va maintenant passer à la suite. Donc je vais appeler la première équipe projet à se présenter sur scène. La première est la seule du jour d'ailleurs, pour 20 minutes de présentation. Bonjour à tous. Nous allons démarrer par une présentation des différents acteurs de la maîtrise d'ouvrage et du montage du projet.
par Pascal Collin, directrice de projet chez Citalios. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc notre équipe. Tout d'abord, la maîtrise d'ouvrage qui est constituée du groupement SADEF 94 et Citalios qui a été désigné aménageur de la ZAC et qui est représenté aujourd'hui par François Taroni qui pourra répondre aux questions tout à l'heure, Joséphine Dilis qui est directrice de projet aménagement et moi-même Pascal Collin qui est directrice de projet construction. De l'agence d'architecture et d'urbanisme Richez Associés qui s'est vu confier la maîtrise d'œuvre du projet urbain, de la ville de Bagneux qui participe à l'élaboration du projet et qui sera destinataire de l'équipement et qui est représenté aujourd'hui par son directeur du patrimoine Jean-Pierre Morel. C'est Citalios dans le groupement qui assure le pilotage de l'extension réhabilitation de la crèche Prokofiev que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et puis l'équipe de maîtrise d'œuvre avec l'agence Schéma, architecte mandataire du groupement que vous voyez sur la slide d'après, ci-dessous, qui a été désigné en juin dernier à l'issue d'un concours. La crèche Prokofiev est située à Bagneux, dans le sud parisien, sur le quartier de la Pierre Plate. Cette crèche a fermé à l'été 2021. Elle accueillait à l'origine 40 berceaux et 20 berceaux en multi-accueil. L'opération de la crèche s'inscrit dans le programme de la ZAC des musiciens qui a été créé en 2020 par l'EPT Vallée Sud Grand Paris et la ville de Bagneux dans un contexte général de restructuration urbaine déjà initiée dans les quartiers nord, de requalification des espaces et équipements publics et d'activités croissantes avec notamment l'arrivée des nouveaux transports en commun. La programmation initiale s'appuyait sur une nécessité d'augmenter la capacité d'accueil pour répondre aux besoins généraux de la densification du quartier. Il faut savoir qu'il était initialement prévu la démolition complète de la crèche Prokofiev et sa reconstruction sur un autre site et qu'il a été finalement décidé, après études et concertations, de conserver la crèche sur le site existant afin d'intégrer le projet dans la démarche bas carbone portée par la ZAC et dans la volonté de préserver les éléments porteurs d'identité pour les habitants du quartier. Alors, nous avons abordé le projet à partir des éléments majeurs issus de l'analyse urbaine de la ZAC. Donc, tout d'abord, l'identification de plusieurs zones naturelles reconnues pour leur intérêt écologique dans un rayon de 4 km autour de la ZAC. La présence du cimetière parisien de Bagneux et aussi l'intégration de la ZAC dans un réseau de réservoirs de biodiversité et de continuité écologique, notamment des trames vertes et bleues nord-sud, dont une traverse la ZAC. Nous nous sommes intéressés ensuite aux axes majeurs du plan d'aménagement de la ZAC, avec son organisation en 3 secteurs, notamment le secteur du parc Nelson Mandela dans lequel s'inscrit la parcelle de la crèche. Il y avait aussi des ambitions environnementales fortes concernant la biodiversité, le paysage, la gestion de l'eau, les matériaux. Une extension prévue pour le parc avec un développement en étoile qui permettrait de relier tous les secteurs de la ZAC et l'encadrement de la parcelle de la crèche par un réseau de trames vertes et bleues et notamment 2 axes majeurs nord-sud et une diagonale est-ouest qui vient longer la parcelle au nord. Donc la crèche occupe une position centrale sur la parcelle et son accès s'effectue au nord-ouest directement depuis le parc. Donc le bâtiment de la crèche, donc c'est un bâtiment à simple rez-de-chaussée avec un niveau de sous-sol semi-enterré et une surface, une partie de l'emprise du bâtiment sur vide sanitaire. La structure porteuse en béton armé
et avec certains murs en pierre, et une façade sud très ouverte sur le jardin au sud. Et un des points importants que nous avons dû intégrer pour le projet, c'est le fait que le bâtiment était surélevé de environ 1,50 m par rapport au terrain naturel, au parvis et au jardin. Donc, pour les données programmatiques, c'était la réhabilitation extension. Alors l'hypothèse qui était avancée au moment du concours, c'était une surélévation du bâtiment avec un bâtiment R+1, un accueil de 60 berceaux en âge mélangé et les 3 unités de vie au rez-de-chaussée. Et des ambitions environnementales fortes dans le prolongement des ambitions de la ZAC. Donc voilà, les étapes clés du planning avec la phase actuelle voilà, une livraison prévue début 2028. Donc voici notre proposition pour ce projet qui a été pensé dans le prolongement en cohérence avec les aménagements de la future ZAC, avec deux volontés principales. Une extension à rez-de-chaussée prenant appui sur la façade sud du bâtiment existant et le développement du projet de façon rayonnante et multidirectionnelle, en cohérence avec le développement multidirectionnel en étoile du parc Nelson Mandela. Donc ça a permis de renforcer la centralité du projet et son rôle fédérateur, de conférer au bâtiment une présence sur le site et une échelle appropriée en relation avec les bâtiments de grande hauteur, la barre de Bussy, enfin tous les bâtiments de grande hauteur alentour, de préserver un cocon paysager autour du bâtiment et aussi de mettre en place une traversée nord-sud, une traversée verte et bleue qui viendra compléter les deux axes nord-sud déjà envisagés pour la ZAC. Pas. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, pour le projet paysager, donc les grands principes du projet paysager, non, c'est avant. Donc c'est une végétalisation sur 3 strates végétales favorables à la biodiversité, avec des essences issues de la palette végétale établie pour la ZAC. Et aussi, le jardin a été conçu à l'image d'un jardin pédagogique avec l'intégration de zones de potager, d'espaces d'expérimentation et aussi d'une zone de compost à proximité de la cuisine en relation avec le potager. Les 3 jardins de la crèche sont séparés par des buttes végétales de faible hauteur. Et ils sont chacun divisés en sous-espaces spécifiques. Donc les zones de jeu en relation directe avec le bâtiment, en revêtement amortissant, des buttes végétales, des espaces de jeu enherbés. Et les espaces de jardin intégreront aussi des petits mobiliers de type cabane à insectes, nichoirs, voilà. Alors, les aménagements proposés au concours, donc cette traversée nord-sud, et après, par la suite, les échanges avec l'équipe projet,
ont en fait laissé voir une opportunité de réfléchir à un espace partagé sur la pointe sud, avec l'installation de porosité, d'un dialogue entre les espaces extérieurs de la crèche et cette zone qui appartient au parc, en collaboration, qui se fera en collaboration avec l'architecte de la ZAC, l'agence Richez. Et ce sera l'opportunité d'ouvrir les jardins de la crèche de manière encadrée, en dehors des heures d'ouverture, et de proposer de nouveaux usages pour le parc, avec l'intégration de zones de jeu, créant un lien social pour les familles du quartier, et qui s'intégrera dans la concertation lancée pour le parc. Donc, le projet intègre une démarche bioclimatique forte, avec cette extension rayonnante et multidirectionnelle qui permet d'avoir des espaces doublement orientés, traversants, grâce aux sheds en toiture. L'exploitation des façades sud pour les espaces de vie, permettant de récupérer les apports solaires. L'intégration d'un patio, source d'éclairement et de ventilation, au cœur du projet. Et le travail de la 5e façade, à l'image d'une canopée végétalisée organique qui permet de protéger les espaces intérieurs et d'offrir des espaces extérieurs ombragés pour les enfants. Le projet crée un îlot de fraîcheur. Donc c'est tous les éléments qu'on a déjà indiqués, les strates paysagères, la végétalisation des toitures de façon intensive, semi-intensive, le revêtement de façade à faible inertie, les occultations solaires, l'intégration du haut vent, la forme bâtie permettant à l'air de circuler, et les espaces extérieurs ombragés. Après donc les continuités urbaines, les continuités architecturales, donc la façon dont le projet s'intègre avec l'existant. Nous avons profité de la surface importante de vide sanitaire pour proposer une démolition partielle de la dalle du rez-de-chaussée et la réalisation d'une nouvelle dalle qui, elle, serait au niveau du terrain naturel. Et on a proposé de regrouper tous les espaces d'éveil et d'activité dans l'extension. Donc ça a permis de limiter les interventions sur le bâtiment existant, de libérer la conception pour les espaces de vie et de bénéficier d'un accès de plein pied depuis le parvis et le jardin. Pour vous parler rapidement de la gestion des eaux pluviales aussi du projet, c'est un projet qui gère évidemment ces eaux pluviales à la parcelle. Il répond aujourd'hui à une pluie d'occurrence trentenale, ce qui correspond à peu près à une pluie de 70 mm, et qui nous amène à devoir stocker 95 mètres cubes sur le site. Pour stocker ces 95 mètres cubes, on a pris le parti de créer donc 2 bassins à ciel ouvert au nord et au sud de la parcelle, Pour acheminer toutes ces eaux vers ces bassins, il a été priorisé un ruissellement surfacique, donc vraiment de l'eau qui ruisselle en surface et qui arrive jusqu'au point bas. Et chaque point bas, globalement, c'est les 2 bassins qu'on a au nord et au sud. Un autre point important sur le dimensionnement de ces bassins, c'est qu'à ce stade, on se rejette au réseau public de la ZAC, parce qu'il y a des comblements de carrière à l'heure actuelle, ce qui ne permet pas l'infiltration. Seulement, il y a des études complémentaires qui seront menées à terme pour justement essayer d'ouvrir à cette infiltration et pourquoi pas avoir une bonne perméabilité et essayer de gérer encore une pluie d'occurrence supérieure. Georges Geste, bureau d'études en BI. On a été en charge de la réalisation de l'ensemble de la conception sur les systèmes, donc chauffage, ventilation, pas de climatisation, pas de système actif, et également la réalisation de l'ensemble des études thermiques et des contraintes, notamment liées au référentiel BDF, qui est un des référentiels les plus contraignants sur lesquels on a eu à travailler, avec des contraintes fortes, notamment sur le confort estival. J'ai assisté tout à l'heure il y avait une présentation sur le confort estival, et l'ensemble des solutions nécessaires à l'atteinte des objectifs du BDF ont été sollicitées. En termes de système, on a en particulier le raccordement au réseau de chaleur urbain avec un taux de 60% d'ENR,
et des panneaux solaires photovoltaïques. Sur les systèmes de ventilation, on est couramment sur ce type d'équipement avec des centrales de traitement d'air avec un rendement d'échangeur élevé. Plancher chauffant sur la partie extension et radiateur à eau chaude sur la partie existante. On va pouvoir passer sur le confort. Sur les résultats et les contraintes du référentiel, on a des objectifs réglementaires largement dépassés avec un objectif de RT 2012 moins 30%. Donc l'ensemble de ces contraintes sont respectées. Sur le confort estival, je pense que c'est ce qui est important sur lequel on peut s'attarder. Il y a l'ensemble des solutions qui sont traitées, avec notamment surventilation nocturne via le free cooling des centrales de traitement d'air. On a la possibilité d'ouverture des fenêtres et également la mise en place de brise solaire orientale et tout un travail qui est fait également au travers des masques végétalisés aux alentours des zones les plus exposées. Donc le projet bénéficie d'une enveloppe thermique très performante avec des murs à ossature bois, ossature charpente bois et une isolation biosourcée en laine de bois. Donc là on voit le détail de façade avec la canopée et l'ossature en ossature métallique qui intègre les coffrets BSO qui sont invisibles du coup. Et c'est du bois pré-grisé ou bois brûlé grisé, voilà, pour garantir une évolution harmonieuse du bâtiment. Confort intérieur, donc voilà, comme on le disait, cette conception en coupe avec des espaces traversants grâce aux sheds, grâce au patio. Confort dans les espaces de vie, à la fois confort d'été et d'hiver, en récupérant les apports solaires en hiver et avec les protections en été. Et aussi la qualité d'ambiance avec les structures bois laissées apparentes. Bon, c'est pour illustrer les contraintes, notamment en termes de confort estival. On est habituellement sur des taux d'inconfort à respecter. Le référentiel bâtiment durable francilien propose une contrainte qui est un peu plus forte, qui se base sur le diagramme de Givoni, qui est juste sur les différentes zones que vous voyez. La zone la plus petite, c'est la zone dans laquelle vous êtes censé être en situation de confort. On atteint l'ensemble des résultats, notamment grâce à des brasseurs d'air, avec prise en compte d'une vitesse de l'air relative de 0,5 mètres par seconde. Et on respecte bien l'ensemble des contraintes du référentiel. Et pour finir, la démarche de réemploi. On a une ambition forte de réemploi sur ce projet. Nous avons identifié plusieurs gisements pour du réemploi in situ, notamment les radiateurs en fonte, les équipements sanitaires, les portes, les surfaces vitrées, pour du réemploi avec des classements pour des menuiseries intérieures. Et on a également identifié les acteurs du réemploi identifiés pour notre projet. Notamment pour les équipements de cuisine, la remise en état avec des capes fontes, des radiateurs en fonte, le carrelage. On va également essayer pour l'ossature métallique du haut-vent, essayer de partir sur des profils, enfin des éléments réemployés. Surtout que maintenant c'est passé en technique courante, donc voilà, on va essayer de pousser un peu là-dessus aussi. Le mobilier sur mesure aussi, voilà. Et pour finir, donc le radar BDF, avec pour chaque thématique les points forts du projet identifiés. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième
La deuxième échéance de cette commission, ça va être... il y a vos annexes. Je vous les laisse après, tant pis pour la slide de transition. Le temps d'échange avec les membres de commission. Donc il y a 25 minutes pour échanger avec eux. S'il reste du temps, le public pourra aussi poser des questions à l'équipe présente sur scène. Et si le reste de l'équipe veut rejoindre l'équipe projet sur scène, allez-y. Et Anne-Lise, je t'en prie, tu peux distribuer la parole auprès de tes acolytes du jour. Merci pour cette présentation et pour l'exercice de présenter en public. Et je comprends que c'est nouveau aussi pour certains. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse. Ce n'est pas des contraintes, la démarche BDF. En tout cas, à la fin, c'est que du positif. Et notamment, quand vous parlez du diagramme de Givoni, la démarche, elle est pour les usagers à la fin et de dire, voilà, il ne faut pas le voir comme une contrainte, il faut le voir comme des ressources pour voir différemment les choses et appuyer vos architectes qui sont déjà hyper moteurs sur ces sujets-là. Merci pour cette remarque. Effectivement, ce ne sont pas des contraintes, le terme n'est peut-être pas adapté. Ça reste quand même des complexités à gérer dans la mesure où certains objectifs entraînent des ajustements techniques qui sont parfois assez complexes à gérer, que ce soit en termes de l'enveloppe pour le projet, mais en termes de conception aussi pour les systèmes. Donc le terme n'est pas adapté. Et pour terminer, nous avons l'habitude de travailler sur du réglementaire. Il nous arrive parfois de faire du label, soit label BBCA ou HQE, etc. Je suis ravi de travailler sur ce type de projet et j'aimerais bien renouveler l'expérience parce que dans une volonté, effectivement, je pense que la plupart de nous sommes convaincus de la nécessité de concevoir de façon plus écologique et ça répond pleinement à cette sensibilité-là. Donc je suis ravi de travailler sur ce projet avec des contraintes qui n'en sont pas. Merci. Alors j'avais deux questions. La première, c'est que vous avez parlé au départ que le programme était une surélévation. Et donc vous avez choisi plutôt une extension. Pourquoi ? Et alors je pense qu'il y aura plein d'autres questions thermiques, donc je vais les laisser. Et l'autre question, c'était sur... vous essayez d'ouvrir, je vois que c'est encore... vous essayez de créer des porosités entre la crèche et le parc, et de bénéficier de cette situation idéale. C'est magique comme traverser un parc pour arriver dans une crèche. Comment vous allez être facilitateur de cette porosité que vous proposez. J'ai vu qu'il y avait une maîtrise d'usage qui était dans l'équipe projet. Est-ce que ça fait partie du sujet ? Et j'ai vu aussi qu'il y avait une salle Snøslen. Et du coup, peut-être aussi que c'est une partie programmatique qui pourrait être mise en commun avec d'autres usagers que la crèche. Alors, concernant la question du projet de départ qui était plutôt imaginé en surélévation, donc effectivement, il y avait une démarche qui venait plutôt de la maîtrise d'ouvrage sur le fait d'aller moins impacter le terrain, monter ce bâtiment à R+1. Et nous, quand on arrive en fait dans la compétition, dans le concours, on remet aussi un peu ces choses-là en question par l'usage que pour une crèche, on a des enfants de 0 à 3 ans avec les jardins en bas. Il y a cette question-là, il y a la question on est entouré de bâtiments qui vont de R+7 à R+11. Comment on arrive à exister au milieu de ces bâtiments-là ? Est-ce qu'on existe à la verticale en R+1 ou est-ce que non, on vient un peu chercher la surface disponible qu'on avait sur site et qui nous permettait cette extension à rez-de-chaussée. Et on a plutôt privilégié cette solution-là qui nous permettait aussi de développer la 5e façade, la toiture végétalisée, la surface de panneaux photovoltaïques nécessaires à répondre à une certaine ambition d'énergie réemployée in situ. Donc voilà, ça c'est ce qui a fait qu'on est parti, on a privilégié la solution à rez-de-chaussée, mais la question de l'usage par rapport au personnel de crèche et aux enfants nous a semblé aussi un des points importants à mettre en avant. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris la décision de décaisser la dalle existante du rez-de-chaussée
C'est pas anodin. En fait, le bâtiment existant nous le permet parce qu'on avait des vides sanitaires de 1,90 m de hauteur sous plafond. Après, sous les poutres, un peu plus bas, mais c'est un potentiel qui nous semblait assez intéressant, aller récupérer cette surface finalement qui n'était pas utilisée, pour nous, après, récupérer de la hauteur. Et c'est pour ça aussi, alors je suis désolé si je m'étale, mais que vous ne voyez pas d'équipement technique en plafond, c'est qu'on se sert de la hauteur gagnée en décaissant cette dalle pour avoir des plénums techniques de hauteur largement suffisante pour venir mettre tous nos équipements et avoir tous nos rejets dans le haut vent. Ce qui fait qu'on a, en termes de visibilité de 5e façade, on essaye d'être le plus épuré possible. Après, il y avait une question sur... que je me rappelle. Ah, maîtrise d'usage. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis François Taroni. Je travaille pour CEDEF 94, donc co-aménageur de la ZAC des musiciens, donc pour le volet urbain. Effectivement, sur la ZAC des musiciens, dès le début de la ZAC, avant même de mettre en place l'entièreté du plan guide, avant d'arrêter un plan guide, on s'est accompagné d'une maîtrise d'usage. C'est un groupement construit autour de la Belle Friche, que vous connaissez peut-être, de Soledev, constitué de Soledev et de l'atelier Craft, qui est donc un groupement qui vient nous accompagner sur différents types de missions. Le volet concertation, bien sûr, mais le volet également de l'activation, de la rencontre des usagers du quartier existant, parce que voilà, j'aimerais le rappeler, on est aussi dans un quartier qui existe, où il y a des habitants qui habitent, et on vient porter une opération d'aménagement d'une ampleur assez conséquente au milieu de ces habitations. Et donc pour nous, il était très important d'avoir voilà, dans notre carquois une flèche qui nous permette voilà, de construire, co-construire dans nos réflexions urbaines avec les habitants. Et donc notamment sur le parc, la maîtrise d'usage a terminé récemment tout son volet concertation. Donc ils sont en train de, je crois qu'il y a un dernier atelier qui est en cours. Mais tout ça pour dire que l'ensemble des usages et des interstices, des programmations interstitielles dans l'ensemble que formera le parc Nelson Mandela, tout cela a été, va être remouliné au moment de la conception, au regard de cette concertation où la Belle Friche aura rencontré des publics de différents âges, des usagers de différents endroits, des personnes qui ont l'habitude de traverser le parc actuel, des personnes qui utilisent les relais d'assistance maternelle autour du quartier. Et tout cela va nous permettre d'affiner et de construire un projet de parc beaucoup plus adapté aux habitants du quartier. Et donc il y a un vrai enjeu dans la gestion des interfaces de la crèche, de bien penser ces interfaces pour correspondre et répondre aux besoins des habitants et des usagers du parc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question. Je ne sais pas si c'est par rapport à la porosité. C'était ça la dernière question. Donc en complément de... Ah, comment ? Non mais je veux pas... Non mais en 2 mots aussi, on travaillerait le parc en cohérence avec la crèche, mais il est aussi question que dans l'usage, et M. Morel vous me confirmerez ça, la crèche ouvre ses espaces en dehors des temps d'accueil du jeune enfant pour les usagers plus largement du quartier. Et ça, c'est une volonté qui a été formalisée par la ville de Bagneux. Et donc en fait, la porosité fonctionne dans les 2 sens. Juste un petit complément, donc ce qui est évoqué à ce jour, c'est en fait de diviser en 3 espaces. Il y aura l'espace parc, l'espace crèche et un espace tampon entre les deux qui permet de répondre à la concertation et qui permet de répondre aussi à la commande politique qui nous était faite au départ. La ville de Bagneux souhaite ouvrir ces espaces. On a déjà fait sur 2 écoles. C'est des écoles parcs entre guillemets. Donc là, cet espace tampon peut nous permettre d'ouvrir ce volume. La question qui se pose, on les connaît, vous architectes, vous les connaissez, c'est qu'est-ce qui se passe le matin quand dans le week-end, tout le monde a été, les enfants, les parents, dans un espace de crèche. Donc on le contrôle le matin. Si vraiment on s'aperçoit qu'on a des impossibilités, ces triples espaces permettent d'isoler les espaces les uns des autres. Donc on peut les ouvrir largement le week-end, on peut les contrôler le matin. S'il n'y a pas de problème, on ouvre tout. Il y a un petit espace qui reste privé, qui est l'espace du jardin de la crèche,
qui peut aussi être ouvert le week-end, peut-être sous surveillance ou dans des temps particuliers. Vous parlez de l'espace aussi intérieur de la crèche. On a fait ça dans les écoles en ouvrant des bibliothèques, par exemple. Donc les espaces crèches intérieurs peuvent aussi accueillir à des temps vraiment gérés les parents des enfants ou d'autres enfants qui ne sont pas à la crèche, pour permettre justement aux enfants de s'habituer progressivement à leurs espaces. Paradoxalement, on s'aperçoit quand même que les espaces sont très respectés par les parents qui utilisent des espaces de crèche. Donc on s'aperçoit vraiment que ces espaces tampons, finalement, n'ont pas besoin d'une surveillance importante. Ils sont plutôt bien respectés dans nos espaces. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. Le projet, je le trouve assez beau, et puis son implantation comme ça en plein milieu d'un parc, je pense que c'est quand même très bénéfique pour le public concerné dans la crèche. Pour revenir du coup sur ce public, on sait que c'est un public qui est quand même assez sensible, notamment par rapport aux surchauffes et aux problèmes de chaleur estivale, comme on a pu voir l'été dernier, où il y a des crèches qui ne pouvaient pas accueillir les enfants parce qu'elles étaient inadaptées. Vous avez du coup produit des STD pour justifier du nombre d'heures d'inconfort. Au niveau des scénarios qui ont été utilisés, est-ce que vous êtes allé plus loin que seulement des scénarios d'occupation dits normaux, pour essayer d'avoir un regard assez critique sur comment fonctionnerait la crèche en cas peut-être de météo aggravée? Éventuellement, est-ce que ces scénarios prennent en compte une occupation l'été? Parce qu'on sait que dans les scénarios météo, généralement, là où il fait le plus chaud, c'est juillet-août. Et si la crèche est fermée en juillet-août, ça peut ne pas être pris en compte dans les études. Mais je pense que ce serait quand même nécessaire de le voir, ne serait-ce que si la forte chaleur se produit en juin, en réalité. Ensuite, du coup, ça rejoint un peu ce sujet-là, c'est que là, vous prévoyez une ventilation nocturne, enfin un free cooling par surventilation nocturne des CTA. On voit que vous avez quand même aménagé des sheds pour avoir des espaces traversants. Est-ce que vous avez envisagé éventuellement d'avoir des ouvrants en façade qui soient protégés pour faire plutôt de la ventilation naturelle, de la ventilation nocturne naturelle, et éviter d'avoir les systèmes qui fonctionnent toute la nuit? Voilà, merci. Merci pour cette question. Alors effectivement, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre. Si j'en oublie, n'hésitez pas à me le rappeler. En ce qui concerne les scénarios sont imposés dans le cadre du cahier des charges BDF. Par conséquent, on n'est pas les objectifs à respecter portent non pas sur un scénario moyen, mais déjà sur un scénario adapté qu'on appelle un RCP 4,5, qui sont des scénarios issus du GIEC. Les objectifs sont respectés sur ce scénario, qui sont des prérequis de validation du cahier des charges. Pour autant, on valide des points supplémentaires au travers de l'étude d'un scénario prédictif, qu'on appelle le RCP 8,5. Ce scénario a été également étudié, il est dans la simulation thermique dynamique et les rapports qu'on a effectués. Pour autant, les objectifs de 50 heures de confort ne sont pas respectés sur cet objectif-là, sur ce scénario prédictif, qui est relativement contraignant. Il me semble, derrière, c'était sur le free cooling. Il y avait effectivement, du coup, on va permettre en période estivale, sous réserve que la température descende suffisamment en période nocturne, on va permettre la décharge du bâtiment en surventilant les locaux. Donc ils sont inoccupés la nuit, la température descend, et ça permet de décharger les calories qui ont été stockées durant toute la période d'occupation. En ce qui concerne l'occupation, nous, on a considéré qu'elle était occupée en juillet-août. Donc les calculs et la validation des heures de confort portent y compris sur une occupation estivale juillet-août. Et pour la dernière question, il y a effectivement, en plus de la surventilation nocturne, il est prévu également de pouvoir ouvrir les fenêtres, et il y a des ouvertures qui sont dédiées à cette possibilité-là. Et en complément, on a des brasseurs d'air qui permettent également de rester dans la zone de Givoni que je vous ai présentée tout à l'heure. Quand vous dites on peut ouvrir les fenêtres, on peut les ouvrir la nuit du coup ou... Non, en fait, sur le projet, alors, on a les fenêtres vitrées qui elles, ne s'ouvrent pas la nuit. Par contre, on a des volets de ventilation, des menuiseries de ventilation plus fines, à hauteur, enfin, voilà, qui empêchent en tout cas les intrusions, comme un peu on a sur les immeubles de bureaux plus souvent. Donc on va retrouver dans chacune des salles. Et après, l'ouverture en shed, elle non plus n'est pas forcément obligatoire. En fait,
Si vous voulez, on a essayé aussi de penser, alors c'est une crèche, mais en même temps à l'acoustique. Ça veut dire que comment on ventile une salle sans générer trop de bruit par rapport à ses classes voisines ou aux salles voisines. Donc on a plusieurs types d'ouvertures. On ouvre soit vers les sheds, soit vers la circulation qui elle-même peut être faite, ventilée par le patio central. Et si on ne veut pas le ventiler par le patio central, on a la circulation est-ouest aussi qui nous permet de brasser ici un circuit d'air assez intéressant. Donc on a essayé de développer la ventilation sur plusieurs thèmes, mais les fenêtres, en tout cas le vitrage devant, parce que s'il est protégé par les BSO, tout ça, on a toujours cette solution d'avoir les volets de ventilation pour bénéficier d'un apport complémentaire. Et juste, parce qu'après je vais passer la parole, sinon il parle le temps, mes collègues, par rapport aux scénarios qui ont été utilisés en STD, juste pour être sûr, que donnaient les résultats avec le fichier météo prédictif 2070 ? Est-ce que c'était vraiment critique et intenable, ou est-ce qu'il y avait quand même une voie d'utilisation du bâtiment, parce que vraiment d'avoir un projet qui sera sans clim, vraiment pour des publics sensibles comme ça, je sais que c'est un prérequis, mais voilà, faut être vraiment très attentif à s'assurer que le bâtiment soit fonctionnel dans les prochaines années. Sur le scénario de base, on est dans les 50 heures maximales autorisées hors de la zone de confort. Sur le scénario prédictif, je vais vous dire une bêtise si je donne le nombre exact d'heures, on était entre 100 et 200 heures sur les scénarios prédictifs. Et en ce qui concerne les solutions qu'on a abordées pour pouvoir respecter cet objectif, il y a également, j'en avais pas parlé, les toitures végétalisées qui donnent un petit peu d'inertie. Ça et le clocher chauffant qui apporte un petit peu de masse inertique qui permet de un peu mieux gérer et de favoriser le déphasage en complément du choix de matériaux biosourcés en isolant. Oui, merci beaucoup pour cette présentation très complète. Alors pour terminer de vous décortiquer sur le confort d'été, j'aurais un point que j'aimerais bien soulever, qui est le suivant. Alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, donc c'est à la fois une question et un point d'importance. J'ai cru comprendre que le bâtiment, à l'origine, était surélevé de 1,50 m. Vous évoquez le fait d'avoir détruit la dalle pour récupérer de la hauteur sous plafond. Mais les coupes que vous présentez ont toujours un plancher à 1,50 m. Donc, question, est-il totalement détruit ou est-il simplement détruit ? Notamment parce que le fait d'avoir un bâtiment enterré avec un vide sanitaire comme ça en rez-de-chaussée peut avoir un intérêt quand même justement au niveau de la ventilation, en tout cas d'un pré-rafraîchissement de l'air. Et donc voilà, je m'interrogeais, savoir si vous y aviez réfléchi, si le fait de faire cheminer comme ça des prises d'air dans un élément enterré avait été envisagé comme hypothèse de design à la base. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, donc c'est une question qui touche, on va parler d'autre chose parce que sinon on va vous poser des questions sur le confort. Je m'intéressais à la démarche de réemploi que vous avez initiée, qui est évidemment intéressant dans la mesure où vous avez en plus ciblé un grand nombre de matériaux. Et étant donné que dans le radar, la notation semblait un peu faible, enfin en tout cas parmi les notes les plus faibles sur le côté projet solidaire, je voulais savoir si vous aviez évoqué avec les services de la ville ou d'une autre manière la capacité d'insertion qui est souvent corrélée à ce type de sujet et si vous aviez envisagé de le valoriser dans la démarche. Oui, alors concernant effectivement le facilitateur, ça va être un deuxième enjeu, mais là on est en phase, c'est encore un peu tôt sur la phase conception, on n'est pas encore rentré dans les discussions. Alors je ne sais pas qui est le facilitateur, mais je sais qu'il y en a un à la ville de Bagneux qu'on va rencontrer et pour gérer cette notion d'insertion sociale sur les chantiers, sur des postes privilégiés à la construction et pas aux études ou au secrétariat des entreprises. Donc oui. Ça, c'est un vrai point de vigilance qu'on a déjà amorcé, mais plutôt en réunion plus que sur le diagramme. Alors juste, si ça ne fait pas partie du marché, il y a peu de chances que ça arrive tout seul. Mais voilà. Si, ça fera partie. Ça fera partie. Sauf que là, on rend l'APD... Juste peut-être préciser qu'on est en quartier prioritaire. On a un NPNRU. Donc on est financé notamment, une partie des aménagements et de la crèche sont financés par l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. Et qu'à ce titre, il y a une charte d'insertion
qui est imposée à tous les partenaires et intervenants sur le périmètre de l'ANRU. Et la crèche ne déroge pas à cette charte. Voilà. Très bien. C'était mieux expliqué. Non, et concernant la dalle et les niveaux, en fait, d'un point de vue usage, ce qui nous semblait important, c'est cette facilité des familles à arriver avec la poussette. Aujourd'hui, les familles montent les poussettes ou les descendent au sous-sol et après repartent avec les enfants pour les déposer. Pour nous, ce qui n'était pas forcément l'idéal. Donc on a privilégié, si vous voulez... Tiens, je peux prendre ça. Voilà. Donc là, la zone que vous voyez en rouge, ça c'est sur le plan existant, donc rez-de-chaussée, plancher bas du rez-de-chaussée existant, c'est la partie qui est déposée. La partie qui est surélevée ici, elle est conservée. Et elle nous permet de pouvoir conserver en bas un niveau suffisant de hauteur sous plafond suffisant pour venir mettre tous les espaces techniques et la future cantine de restauration. Et après, de faire ça, ça nous permet d'échapper, entre guillemets, hein, c'est pas le but premier, mais en gros, vu qu'ici on est dans des locaux uniquement alloués aux professionnels et pareil pour le sous-sol, un certain nombre de règles pour lesquelles on aurait été visé si du public intervenait. Après, en décaissant de 1,50 m sur les zones que vous voyez ici, en fait, on se retrouve, on conserve un vide sanitaire d'à peu près 50-60 cm selon les endroits. Donc, on avait pensé, alors, il y a eu des idées développées au moment pour faire circuler l'air sous le bâtiment. Elles sont un peu arrêtées parce qu'aujourd'hui, on ne savait pas si on arrivait à avoir l'utilité. En fait, on arrivait à les faire sortir dans le patio. Donc, on ne trouvait pas qu'il y avait forcément d'intérêt à faire circuler l'air comme ça. Alors, peut-être on se trompe, hein, mais... Enfin, gainer, vous pouvez le faire circuler. Comment ? Oui, gainer. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, non, c'est... voilà. Il n'y a pas de... Mais après, on est preneur d'idées. Hein, Non, c'est juste l'inertie du sol peut aussi être utilisée pour, sur quelques mètres, venir tamponner les quelques degrés l'air extérieur. Mais Oui. c'est un système depuis canadien amélioré, en fait. Mais voilà, c'est juste savoir si vous... Enfin, apparemment, vous y avez songé. C'est déjà une première bonne étape. En tout cas, on a, si vous voulez, sur les façades, on va avoir des grilles qui vont nous permettre de faire ventiler l'air sous le bâtiment et ressortir dans le patio. Okay. Bah donc il y a une déjà circulation d'air. Oui, mais parce qu'en fait, on l'a traité comme un vide, entre guillemets, un vide sanitaire, enfin pas rafraîchi, mais en tout cas aéré. Et donc, on sait qu'on a une circulation d'air continue pour plus, on va dire, d'hygiène. Mais c'est pas raccordé à la CTA, c'est ça ? Non. Le système. Non. Ça a déjà été très très compliqué de réussir à faire passer l'ensemble des gaines en lien notamment avec une contrainte, en lien avec une exigence complémentaire de majorer les débits de ventilation de 20%. Ce qui derrière nous impose de dimensionner des centrales de traitement d'air un peu plus volumineuses et les espaces en lien avec l'adaptation sur l'existant et le positionnement en lien avec la disponibilité des locaux techniques. Et je pense que les bureaux d'études doivent savoir qu'on nous demande souvent de disposer de nos systèmes avec peu de locaux ou le minimum. C'est toujours très compliqué de faire penser l'ensemble des réseaux de façon à aboutir dans les pièces de vie. Donc ça aurait été, je dirais, une difficulté significative complémentaire. C'est bon, on enchaîne. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais essayer de synthétiser rapidement les idées qui me venaient. Je vous remercie beaucoup pour la présentation et de ramener beaucoup de rondeur dans cette perspective qui est très verticale. Là, en fait, quand on reprend là, on a un petit flocon, on a des formes concaves un peu inclusives. Ça fait du bien de voir ça. Je me dis que j'enlèverai bien 50 ans et puis je reviendrai bien ici. Ça, c'est 60 peut-être. Merci. Ok, merci. Et je vais juste zoomer sur quelques points. Est-ce qu'il y a eu une étude d'ensoleillement global justement, parce que je me disais que le côté est est très ombré par le grand bâtiment, la façade sud est extrêmement bien traitée avec des bords de toiture. Je me disais que le panneau photovoltaïque n'était pas forcément utile à cet endroit-là, surtout lorsque il est visible de tout le voisinage. Le traitement de la 5e façade complètement végétale, c'est un bien très intéressant pour tous les voisins. Je voulais aller sur deux autres questions. Une question justement, la disparition du vide sanitaire. Je me pose la question par rapport un peu à l'état des terres, en fait l'état de la pollution des terres sur ce site.
les vides sanitaires, parfois, ils servent un peu de tampon pour éviter les émanations de pollution. Donc, il faut être absolument sûr de ça. Et ça m'amène à une deuxième question, puisqu'il y a beaucoup de nivellements potentiels sur le site. Et les terres végétales que vous allez ramener, est-ce que dans la démarche de réemploi que vous avez initiée, vous avez une idée de réutiliser des terres végétales faites sur place ou renaturées sur place, puisque la majorité des terres végétales aujourd'hui en Ile-de-France, elles sont importées de l'extérieur, ce qui est un peu embêtant quand on a une démarche de réemploi qui est un peu initiée. Et j'avais un dernier élément qui était les plafonniers, enfin, ou les ventilations, on ne les voit pas trop sur les perspectives. Faut les mettre. Alors, les plafonniers, ils n'étaient pas là au moment du concours. Ouais, ils n'étaient pas pensés au moment du concours. Parce que je me dis, dans le rapport, enfin, très souvent, on fait les brasseurs d'air dans les établissements pour la petite enfance. Après, ils deviennent soi-disant pas pratiques, bruyants pour les etc. Donc, je pense que dans une démarche justement qui est de se projeter dans les 50 années qui viennent, où forcément on va avoir des périodes caniculaires et forcément, du coup, on va avoir un fichier météo qui n'est pas moyen et qui est un fichier météo qui est représentatif de tous les événements caniculaires. Pour un bâtiment qui est en usage en juillet et août avec des personnes sensibles, c'est indispensable que ça soit complètement bien cadré. Ce n'est pas du tout une contrainte, c'est l'avenir. Il faut se rappeler de toutes les questions. Alors, je vais essayer de me rappeler des questions, peut-être en partant de la fin. Sur les brasseurs d'air, donc les images que vous avez vues, que vous voyez, sont les images du concours qui a été rendu et n'ont pas été reprises. Par exemple, le shed que vous avez ici a été supprimé suite aux études justement de thermodynamique qui apportaient trop de chaleur sur cette façade sud, donc c'est des éléments. Après, concernant le vide sanitaire en dessous, on a de la chance, il est dallé. Ça veut dire que c'est un vide construit. On a une dalle à laquelle on ne touche pas, donc on va conserver cette dalle pour éviter justement les remontées capillaires qui ne seraient pas terribles, ou les remontées de pollution qui ne seraient pas souhaitées à l'intérieur de ce bâtiment. Après, pour les panneaux solaires, je te laisse répondre ou c'est moi qui réponds? Comment? Non, les panneaux, je pense, c'était une demande du programme. Alors effectivement, c'est toujours... c'est pas ce qu'il y a de plus harmonieux sur une toiture. Après, voilà. Tiens, je te laisse compléter. C'est pas la question de l'harmonie, puisque toute la surface, la 5e façade, est faite pour justement le voisinage, a priori. Peut-être que là, sur ce qui restait des sheds, ou ce qui est devenu des sheds, mais en surface opaque, ça peut être un moyen d'optimiser justement le niveau le nombre de mètres carrés de panneaux photovoltaïques et de les mettre dans un endroit qui est inutilisé a priori. Moi, j'aime beaucoup les panneaux photovoltaïques, je trouve ça très beau. Il y en a aussi qui font sans reflet, donc c'est pas particulièrement gênant, mais je pense pas que c'était la problématique évoquée. Les panneaux photovoltaïques, au-delà de la demande programmatique, ils nous permettent également de valider les objectifs de consommation énergétique qui sont assez ambitieux sur le cahier des charges BDF. Et ensuite, pour revenir sur le scénario météo projeté, on navigue en thermie et en système énergétique entre différents objectifs qui sont souvent contradictoires dans le terme des solutions qu'on va mettre en œuvre derrière. Je pense en particulier au label bâtiment bas carbone, qui va nécessiter qu'on maximise ou qu'on opte pour une structure ossature bois et des isolants en laine de bois, ce qui ne permet pas de travailler sur une structure qui serait par exemple maçonnée, apportant un peu plus d'inertie. Donc on le compense par d'autres solutions, la toiture végétalisée ou les isolants biosourcés, mais ça n'apporte pas la même inertie qui serait capable de stocker du froid comme une structure béton. Donc ça c'est une première, je dirais un premier objectif, le label BBCA, qui vient peut-être en contradiction avec les solutions qui permettraient de garantir un confort estival, y compris sur un scénario projeté, et je pense notamment sans système de refroidissement. Merci. On va faire très très vite. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je me pose une question, parce que comme le site est quand même très bien pensé, et on voit qu'il y a eu un gros effort sur le confort bioclimatique, etc., etc., est-ce que, et en plus il y a déjà une histoire un petit peu de chronotopie, enfin d'utilisation des lieux hors des temps d'usage pour lesquels le bâtiment est a priori conçu, est-ce que vous avez imaginé que ce lieu pourrait servir par exemple de refuge climatique en période estivale,
de l'ouvrir en gros au public avoisinant pour en faire un lieu d'accueil en période de canicule par exemple. Et je me limiterai à cette question. Non, à ce jour, ça n'a pas été évoqué. Après, c'est pas exclu non plus, puisque la question s'est posée récemment. On va avoir un autre équipement, puisqu'on a un centre social qui est actuellement dans le quartier. Donc on va construire un centre social dans un rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage d'un immeuble qui semble plus adapté qu'une crèche pour accueillir le public du quartier, je pense. Après, rien n'est exclu. Cette crèche, on en parlait, elle peut être aussi utilisée l'été, puisque la ville de Bagneux regroupe en fait l'été ces crèches. Il y a moins de public, donc dans une ou deux crèches qui est ouverte. Donc il est très probable que cette crèche qui va vraiment valoriser le quartier et qui sera au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui en matière de développement durable, reste ouverte pendant l'été. Après, il peut y avoir, on en a parlé pour la salle, il peut y avoir des temps où le public peut être accueilli, c'est tout à fait possible. On a une résidence de personnes âgées aussi publique qui, elle, peut accueillir des résidents aussi et hors résidents sur le repas et peuvent être accueillis l'après-midi. Donc c'est tout à fait possible et probable que ça vienne une fois l'espace ouvert. C'était pas dans le programme. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Bravo pour la volonté d'ouvrir cet espace et d'intensifier les usages de ce lieu. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui et je vous invite à pousser cette démarche. Mais vous avez l'air bien rodé à la ville de Bagneux si vous me dites que vous avez déjà fait ça sur 2 autres écoles. Donc voilà, nous à Clichy on l'a aussi fait et ça posait pas mal de questions, notamment autour de l'étude de sécurité et de sûreté publique. Qui a aussi des impacts sur le traitement paysager. Moi, j'aurais une petite question sur la mémoire. Donc, dans l'idée d'une rénovation de grande ampleur, dans le cadre de la ZAC, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ce quartier. Et bravo d'avoir gardé, en tout cas, l'usage de la crèche ici et de ne pas l'avoir démoli ni déplacé. Et je me demande, en termes esthétiques et architectural, comment est-ce que ça se retrouve et est-ce qu'il y a une pérennité de l'ancien bâtiment, de l'existant? Est-ce qu'il y a des endroits où les usagers pourront retrouver des traces de ce qui existait à cet endroit-là avant? À la place de la crèche en elle-même? Non, la crèche en... non. En fait, la crèche va rester là. La crèche existante, elle est conçue un peu comme la racine de l'extension. Et on vient unifier l'ensemble par le biais d'un isolant homogène sur toute la façade et le bardage. En fait, on l'intègre. Donc la reconnaissance par les anciens usagers de cette crèche-là, de la nouvelle, ils n'auront plus, à part la volumétrie qui est très peu touchée. Mais sinon, non, visuellement, ils seront dans quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, nous, ce qui nous semblait important, c'est justement, l'idée qui était intéressante, c'était de conserver le bâtiment un maximum et simplement venir s'en servir comme un point de départ et pas forcément... la mémoire du lieu, de ce lieu-là, n'est pas vraiment présente, on va dire, sur l'enveloppe extérieure. Après, on a fait tout un cahier de ressources sur tous les éléments à pouvoir récupérer de cette crèche-là. Donc on a un peu poussé, on va essayer de pousser de toute façon cette solution d'aller récupérer de l'existant, on va dire de la pratique. On sait qu'on a de la menuiserie intérieure qui peut largement être utilisée, on a du verre, le carrelage, j'y crois pas trop parce qu'il a l'air bien scellé. Les radiateurs, c'est pareil, tous les radiateurs existants, on va s'en servir pour tous les espaces, on va dire, professionnels, non accessibles aux enfants. Sur l'existant, en tout cas, c'est ça. C'est plus la démarche du réemploi de ce qui est possible. On va faire en sorte de pouvoir l'utiliser. Par contre, sur l'enveloppe, c'est vraiment donner quelque chose de nouveau, un nouveau point de départ, en tout cas.
Concernant la question aussi tout à l'heure sur le réemploi des terres, aujourd'hui on a un site qui est considéré comme des terres légèrement polluées en surface pour le public, spécifiquement de la petite enfance. Donc on doit venir soit recouvrir d'une épaisseur de 30 cm, soit décaper pour remettre de la terre neuve. Donc effectivement, par rapport au niveau d'accès, on est plutôt sur une solution de venir décaper et de remettre de la terre. Et la question s'est effectivement posée de pouvoir réemployer cette terre décapée sur un autre site de la ZAC, éventuellement, ce qui semble peut-être un peu compliqué, mais on a aussi envisagé la possibilité de le réemployer sur un autre site de la ville, hors ZAC. Voilà, donc ça, c'est actuellement à l'étude également. Oui, peut-être pour compléter sur la gestion des terres. Alors, à l'échelle de la ZAC, pour dézoomer un peu plus par rapport à la parcelle de la crèche, on est excédentaire en termes de terre. On essaye le plus possible, et dans toutes nos études de conception et de nivellement général du quartier, on essaye de travailler à isovolume le plus possible. Néanmoins, il y a des impondérables et on a des excédents de terre. Par rapport à la pollution du site, je voudrais juste rappeler aussi qu'on est sur des anciennes terres agricoles qui ont été urbanisées très tardivement dans les années 50 avec ces grands ensembles, et qu'aujourd'hui on a des terres qui sont polluées par rapport à l'usage de la crèche, mais qui dans leur ensemble sont propres aux usages, j'allais dire, communs d'un quartier de ville. On n'est pas sur un site industriel. Donc on a des pollutions qui restent quand même minimes, et donc c'est aussi une chance, et on va essayer dans nos phases opérationnelles d'aménagement au global du quartier de pouvoir trier les terres et de pouvoir réutiliser celles qui sont possibles sur site. Et auquel cas, on travaille avec la commune de Bagneux et le PT Vallée Sud Grand Paris pour pouvoir essayer de redispatcher les besoins de terre ailleurs. Et je terminerai, time's up, j'allais terminer sur la mémoire. Juste vous dire qu'il y a eu un gros travail de fait aussi à l'échelle du quartier. Notamment, on a un écrivain, un photographe, qui sont venus avant même qu'il y ait les premières rénovations des bars de l'ancien quartier de la Pierre Plate, qui sont venus rencontrer les gens, qui ont photographié les ambiances et qui ont fait des expositions à plusieurs endroits. Il y a un livre qui a été écrit, La Cité silencieuse, je crois, qui ont participé à ce travail de mémoire. Et une exposition au Palais du Luxembourg, au Sénat, exactement. Et j'allais dire, il y a aussi des démarches d'art dans la ville. Et notamment, il y a une belle fresque qui évoque les musiciens. Le quartier de la Pierre Plate, il y a plein de noms de musiciens qui a été réalisé il y a un an et demi maintenant, et qui aujourd'hui marque l'entrée du quartier. Voilà. Merci. On va maintenant passer au dernier temps pour que les membres de commission puissent communiquer leurs notes de cohérence durable et d'innovation. Je vous remets juste le barème. Pensez à la note que vous voulez mettre à ce projet en complément des 85 points qu'il a obtenus en conception. Un instant, hop, on y arrive. Touk. Et pendant ce temps, si jamais il y a des questions parmi le public, on a le temps pour une petite question. Je vous remets le barème dans 5 secondes. Voici. Bonjour, bonsoir. Christophe Bartholens, donc moi je suis investi actuellement dans le nouveau Bauhaus européen sur un laboratoire sur la rénovation des écoles pour en faire des tiers-lieux d'éducation climat pour les quartiers et les villages. Et je me dis là, vous avez un bel objet dans le quartier pour quelque part rentrer dans une démarche d'apprentissage avec le quartier. Donc je vous laisse vous éclairer trois pistes à mon sens qui, par suite à l'échange qu'il y a eu, vaudrait le coup d'être creusées. D'abord la question sur le végétal. Vous parlez de exporter du sol, faire venir du sol et, point d'interrogation,
transformer le sol. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui serait accessible dans le quartier? Je pense que généralement, quand on est dans une zone aménagée depuis les années 70 ou années 60, on a des terrains qui sont assez bien artificialisés, mais néanmoins, il y a des terrains naturels. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux avec ces terrains naturels? Il y a plein d'exemples qui existent en France, de Pau à Bordeaux, où on voit des démarches pour transformer les espaces verts de pelouse et de boisement avec peu d'espèces végétales dans quelque chose de très riche. Est-ce que ça ne peut pas être un projet participatif avec les jeunes du quartier pour aller au-delà de ces quelques espèces qui sont recommandées par le cahier des charges de la ZAC? Voilà, je pense qu'il y a énormément de potentiel et ça peut aller jusqu'aux petits-enfants, jusqu'aux familles, jusqu'aux mamans. C'est quoi une forêt nourricière? C'est quoi la possibilité de faire évoluer un milieu en 10 ans? Et on peut vraiment transformer un milieu en 10 ans de quelque chose d'assez banal sur lequel on met des jardiniers, comme disait Gilles Clément, des techniciens de surface, vers un jardin vivant. Ça, c'est une première piste. Deuxième piste, sur l'eau, parce que vous avez évoqué l'eau dans votre projet. On voit des bassins, on voit aussi l'eau comme un facteur de confort aussi pour les enfants. Et on parle de cette technicité de la climatisation. Il y a toute cette histoire du vide sanitaire. Et finalement, au-delà du free cooling qui consiste à faire circuler de l'air brassé, est-ce qu'on ne peut pas penser que dans les prochaines décennies, on va arriver à des climats qui sont beaucoup plus du sud, où on n'aura peut-être pas possibilité à certains moments de ventiler au-delà de quelques heures sur la nuit, et l'eau peut être un allié. L'eau, elle peut être stockée. En saison, on a des fortes pluies. Elle peut être réutilisée justement au moment où on manque d'un pôle froid dans le périmètre de la crèche, que ce soit en extérieur ou que ce soit en intérieur. L'eau, elle peut même être glacée et elle peut être chauffée surtout à des températures, basses températures en hiver. Donc cette piste-là, et puis la dernière piste sur l'énergie. Donc, est-ce que les panneaux solaires peuvent pas servir à plus que simplement du photovoltaïque? Aujourd'hui, on a des capteurs hybrides qui deviennent tout à fait accessibles. Est-ce que ça vaudrait pas le coup pour pouvoir, quand on est en intersaison ou même en plein cœur de l'hiver, pouvoir directement mettre de l'eau chaude dans les radiateurs plutôt que de devoir passer par des installations de conversion, pompe à chaleur ou autre. Voilà, c'était une réaction à votre projet, mais que je trouve enthousiasmant et très beau. Merci beaucoup. Comme c'était juste une réaction, il n'y a pas de questions, il n'y a pas besoin d'y répondre. On va passer au temps de restitution avec les membres de commission qui expliquent un peu la note qu'ils ont voulu ajouter aux 85 points de ce projet. On vous écoute. Anne-Lise, c'est à toi. Oui, alors donc, je ne sais pas, non, c'est à la fin ça. Donc moi, je vous ai mis 11 sur la cohérence globale du projet, sur 15, pour saluer l'effort qui était déjà réalisé dans la conception bioclimatique du bâtiment, et puis un traitement d'ensemble de thématiques environnementales. Parce qu'aussi, je reste un tout petit peu sur ma faim sur le fait d'avoir poussé justement notamment les sujets de ventilation naturelle un petit peu plus loin dans le projet comme vraiment outil de gestion du confort intérieur. Mais pour l'ensemble, il y avait quand même un travail indéniable sur ce point. Et 2, en point d'innovation, pour valoriser effectivement la démarche d'ouverture à de nombreux égards, non seulement à d'autres publics, mais aussi dans la démarche de préfiguration artistique qui était proposée, qui est assez, en tout cas nouveau, une démarche que je n'avais pas forcément rencontrée sur d'autres projets, donc qui mérite d'être valorisée. Et le travail qu'on sent, même si on n'est qu'en phase conception et qu'on vous attendra forcément en phase réalisation, sur toute la partie de valorisation de l'existant, non seulement le geste de conserver le bâtiment existant, mais aussi de mettre en œuvre une démarche de réemploi assez ambitieuse. Voilà. Moi, j'ai mis 11 aussi pour la cohérence du projet sur les thèmes globaux.
et 2 en innovation. Un, pour la générosité que je trouve transversale, c'est assez, que ce soit en maîtrise d'ouvrage et en maîtrise d'œuvre, je trouve qu'il y a une générosité sur beaucoup de thèmes. La chronotopie, mais aussi, c'est vrai que cette démarche artistique est super intéressante. La maîtrise d'œuvre qui appuie sur les porosités entre le parc et la crèche. Je trouve ça très beau et c'est à creuser et à valoriser encore après. Et le premier point, c'était, oui, le réemploi. Il faut évidemment aller jusqu'au bout. Et j'ai entendu que vous cherchiez à faire du réemploi aussi sur la structure de l'auvent. C'est super. Voilà, donc bravo et bonne continuation. Alors, pour ma part, je vous ai mis 12 en cohérence durable. J'ai trouvé que le projet était très beau, qu'il était très bien pensé, on n'a peut-être pas assez parlé, mais il est plutôt sobre et plutôt low-tech. Il n'y a pas une accumulation de systèmes dans tous les sens. Les choses sont bien pensées et je trouve que ça imbrique bien. Donc, je voulais vraiment mettre ça en avant et valoriser. Attention, je fais une fixette là-dessus, mais attention quand même au confort d'été. Peut-être aller plus loin que juste les études qui vont permettre de valider le BDF. Parce que c'est aussi ça le BDF, c'est qu'est-ce qui va bénéficier derrière à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'usage. Profiter d'ailleurs d'avoir la maîtrise d'usage pour savoir jusqu'où aller pour garantir le confort d'été. Et éventuellement, s'il est nécessaire, de prévoir, d'anticiper que plus tard, il faille mettre, je sais pas, un géocooling. On a pas mal de terrains, éventuellement avoir du géocooling de surface, qui en plus, couplé à un plancher chauffant qui pourrait être réversible, permettrait d'amener un peu de fraîcheur aussi, toujours de manière passive, dans le local. Éventuellement, anticiper d'avoir besoin d'un espace refuge, qui permettrait, en cas de forte canicule, d'avoir au moins un fonctionnement qui soit peut-être altéré, mais une crèche qui continuerait de fonctionner. Et pour la partie inertie, il existe de la terre crue, de la brique que maintenant on trouve aussi pas mal en réemploi, pour pouvoir amener plus d'inertie sans avoir forcément besoin de mettre en place du béton. Donc voilà pour ça. Je voulais aussi valoriser le fait qu'on a une structure qui est quand même totalement en bois, totalement en matériaux biosourcés, et donc c'est vraiment à mettre en avant. En plus du poteau-poutre, donc on n'en a pas parlé non plus, mais pour la réversibilité, ce sera très intéressant dans un usage futur. Et ensuite, je vous ai mis 2 points en innovation. Donc je voulais valoriser le fait qu'on ait une ouverture qui puisse bénéficier à la fois au public de la crèche, mais aussi au quartier. Et donc d'avoir un bâtiment qui a un usage étendu, en tout cas pour son fonctionnement. Et donc ça, je trouvais ça assez innovant. Et le deuxième point, pour vous pousser à aller un peu plus loin sur le réemploi, c'est le réemploi. Je trouvais qu'il n'y avait peut-être pas assez de postes pour l'instant qui avaient été désignés pour pouvoir faire du réemploi. Attention aux structures métalliques, parce que généralement on va faire des calculs avec des structures prédéfinies, sauf qu'on ne va pas forcément trouver les bons profilés en chantier. Et donc il faut avoir cette capacité à avoir des études qui soient suffisamment ouvertes pour pouvoir accueillir des IPN 180 à la place de HEA 140, enfin je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir cette flexibilité-là. Je vais m'arrêter là. Alors, 13 points pour la cohérence durable. Alors, je trouve que effectivement, vous avez bien, dans le geste de rénovation, enfin de profiter, adapter et réparer. Profiter de l'existant, mais aussi du site, qui présente plein de particularités. Adapter, vous nous en avez bien parlé sur justement le sens en fait de cette petite îlot de verdure au milieu de bâtis. Et puis réparer aussi parce que on voit bien sur la photo générale du site que le site est très imperméabilisé. D'ailleurs, ça m'a amené une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais sur l'avenir du parking qui est à côté. Le parking à côté des enfants, c'est pas mal, mais c'est pas mal aussi autre chose. Ça, c'est pour la ville. Et puis, on sent en fait dans votre façon de faire, dans la méthodo, en tout cas en apparence, un très bon dialogue entre la maîtrise d'œuvre et puis les différentes échelles de maîtrise d'ouvrage, que ce soit au niveau de la ZAC. C'est aussi assez intéressant d'avoir, et parce que c'est pas tout le temps comme ça, l'accompagnateur BDF qui est l'architecte. On voit que ça permet d'animer et d'explorer les différents sujets, peut-être en sortant un peu de vos zones de confort habituelles.
Et ça, c'est très intéressant. Et puis, donc, 2,5 points en innovation, parce que Ecopolis ne nous a jamais dit qu'on pouvait mettre des demi-points. Donc, j'en profite. Et donc, 2,5 points pour justement cette ambition partagée et puis ce dialogue que vous avez pour essayer d'inventer une partie d'espace, on voit bien, pour un usage intéressant, partagé. Et ça, je crois que c'est très innovant. Déjà, merci beaucoup encore pour le travail que vous avez fait, la présentation et toutes les réponses que vous nous avez apportées. Merci aussi pour défendre des projets aussi intéressants. En vrai, ça paraît banal dans ce genre de convention et de commission, mais ça ne l'est pas encore. Donc bravo. Moi, dans les points positifs, je vais les lister de manière, parce que ça a déjà été beaucoup dit, mais c'est la gestion des eaux de pluie sur la Trentenale, l'absence de climatisation, la démarche architecturale globale qu'on ressent bien dans le projet qui est défendu et qui est présenté aujourd'hui. Ah oui, pardon, on me dit qu'il faut que j'annonce ma note. Je ne suis pas très scolaire. Non, blague à part, donc j'ai mis 13 en cohérence globale et 2 en innovation. Donc l'absence de climatisation, le fait d'avoir préservé le bâtiment existant, ça a été dit au début, c'était pas une évidence. Et donc voilà, je voulais féliciter aussi la maîtrise d'ouvrage d'avoir fait ce choix dans le contexte qu'on connaît actuellement. Et dans les points que j'ai notés, c'est pas vraiment des points négatifs, mais plutôt des points que je vous encourage à pousser et à approfondir pour la suite, c'est le sujet du réemploi. Ça a déjà été dit. Tout à l'heure, j'ai pas pu l'aborder, mais ce auvent, il est quand même très massif au regard d'une architecture qui est finalement assez sobre. Donc, c'est vrai que j'aurais envie de vous pousser à travailler ce sujet du réemploi et à bien l'environner, comme l'a expliqué mon collègue. C'est pas si simple, et en fait, de le rendre lui-même très sobre dans l'impact qu'il va avoir au regard du projet, sinon le métal est par essence assez carboné. Pousser les questions aussi peut-être du carbone sur les sujets des espaces extérieurs. Alors il n'y a pas de label qui le valorise, il n'y a pas de cadre vraiment très clair. Mais voilà, on le voit, hein, vous parliez à un moment de Liège, voilà, je pense que c'est peut-être dans quelque chose aussi, si on arrive à un moment à le quantifier ou à avoir une démarche de réemploi aussi sur cette thématique-là. Le positionnement du panneau photovoltaïque, je rejoins l'avis qui a été aussi émis, dans le sens où s'il vient se repositionner sur les sheds, on peut peut-être retrouver encore un peu plus de surface végétalisée. Donc redonner un nouvel usage, voilà, à voir si ça fonctionne avec le projet que vous portez. Sur le sujet de l'inclusion avec le territoire, je vous encourage aussi à le pousser peut-être sur les sujets d'exploitation. On parlait tout à l'heure d'un projet de jardin potager. Il y a une régie, par exemple, de quartier à Bagneux. Les régies de quartier sont par essence, en général, historiquement très positionnées sur ces sujets-là. Ça peut être aussi intéressant à un moment de se rapprocher peut-être d'eux et de voir si ça peut intégrer dans une démarche un peu plus globale. Ils travaillent déjà ? Ils entretiennent les espaces verts actuels de la classe. Ok, du coup, voir si c'est possible de créer en tout cas tout un sujet un petit peu de dialogue et d'inclusion. Et le dernier point, parce que je sais qu'on est short sur le timing, et puis la zone de refuge climatique, mais ça a déjà été dit, donc voilà, bravo encore. Merci beaucoup. Alors moi j'ai mis 13 points en cohérence globale, pour saluer la démarche multiscalaire qui va du territoire jusqu'aux envies de réemploi, le traitement de l'eau, les biosourcés. Et j'ai mis 3 points en innovation pour remettre un petit peu de vernis sur cette histoire d'ouverture du bâtiment et pour encourager l'ouverture aussi des espaces intérieurs. Et aussi sur... je me posais la question de, dans le marché de travaux, comment va être gérée la question du bois et de tout ce bois et de ses biosourcés, autant sur la structure que sur le revêtement de façade et la provenance potentielle de ce bois-là et comment réfléchir à cette question. Et enfin, sur la maîtrise d'usage, j'ai l'impression que ça a déjà été fait, encore une fois, mais souligner que les futurs usagers du bâtiment sont autant les personnels qui utiliseront le bâtiment que aussi les personnes qui viendront le nettoyer, l'entretenir, entretenir les toitures. Et effectivement, si à Bagneux en régie, ça peut être intéressant de dialoguer avec eux dès la conception, pour faire un projet qui se maintient bien dans le temps, qui est périn.
Merci beaucoup. On peut passer à la conclusion finale, 30 secondes. Désolé, juste pour annoncer le score de l'équipe, s'il te plaît, Anne-Lise. Oui. Alors, donc pour tout ça, une moyenne a été faite donc des notes de l'ensemble de l'équipe, aussi bien sur la partie cohérence durable que sur les points d'innovation. Et donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que grâce à une note de 52 sur la grille d'évaluation BDF, une note de cohérence globale moyenne de 12 sur 15 et 2 points d'innovation complémentaires, vous totalisez donc 66 points sur 100 et vous atteignez en conception un niveau argent, sous réserve. Il faut quand même que j'ai le rôle du grand méchant loup en plus, d'avoir rempli certains prérequis qui sont encore en attente, dans notamment la réception du calcul ACV et aussi de celui du calcul du label biosourcé de niveau 1. Donc voilà, sous réserve de transmission de ces bons résultats, vous auriez atteint un niveau argent. Merci beaucoup.